Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer le cours. On est arrivé à la conclusion que le firewall avait des limites, puisqu'il ne pouvait pas percevoir ou traiter les paquets qui ne passent pas par lui. C'est-à-dire qu'il y a dans le réseau lui-même, s'il y a d'autres points d'accès qui vont court-circuiter le firewall, automatiquement le firewall ne pourra pas réagir vis-à-vis de ces connexions. Et du coup, la sécurité va être en danger. Si quelqu'un va installer une application qui porte un virus, là, il va y avoir une attaque à l'intérieur du réseau, alors que le firewall se trouve au niveau des frontières, une chose qui pose problème aussi. Donc, l'idée qui a été réfléchie, c'est de passer à un système qui est un peu plus global et qui permet d'avoir une meilleure visibilité de tout ce qui se passe, aussi bien à l'extérieur, donc ce qui provient de l'extérieur d'un réseau, que de ce qui se passe à l'intérieur du réseau. Et donc ça, c'est la mise au point d'une nouvelle solution qui est baptisée IDS, ou bien Système de détection d'intrusion. On va dire, ce système de détection d'intrusion, la solution s'est inspirée un peu d'un problème militaire qui existait au préalable. Donc aux États-Unis, à un moment donné, il y avait je dirais, une peur terrible des Russes qui consistait à dire que les Russes pouvaient envoyer des objets qui peuvent attaquer les États-Unis et que les radars au niveau des États-Unis ne pouvaient pas capter. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de mettre des radars au niveau des satellites, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va surveiller tout ce qui se passe sur la Terre, et dès qu'il y a un objet qui bouge au niveau de la Terre, automatiquement, il y a une détection qui se fait. Et donc c'est un peu la même idée qui a été développée pour réaliser ce qu'on appelle les IDS, ou bien les systèmes de détection d'intrusion. Alors la première des choses, c'est de définir c'est quoi une intrusion. Parce que souvent, au niveau littéraire, une intrusion, c'est quoi? C'est le fait qu'un objet ou une entité qui est externe va s'introduire à l'intérieur d'un groupe ou d'un ensemble donné. Ça, c'est la définition littéraire. Mais point de vue sécurité informatique, une intrusion, c'est plus large que ça. Il est vrai que souvent on parle des attaques qui proviennent de l'extérieur, et donc là, ça répond au terme littéraire, c'est-à-dire intrusion. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et va s'introduire à l'intérieur du système. Donc ça peut constituer une intrusion, mais la définition la plus raffinée qui a été mise en œuvre, ça consiste à dire pourquoi, parce que dans ce sens, il y avait un papier qui a été publié aux États-Unis dans les années 2000 et qui avait mis en avant que la majorité des attaques, à la suite d'une enquête, ça a été prouvé que la majorité des attaques provenaient de l'intérieur du réseau et pas de l'extérieur du réseau. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% des attaques étaient internes, le reste était externe. Ce qui voudra dire que quand on va surveiller tout le système des différentes attaques, ça veut dire qu'on doit considérer aussi bien l'attaque interne que l'attaque externe. Et c'est pour cette raison qu'une intrusion, elle a été définie selon les deux aspects suivants. Une intrusion, c'est tout accès illégal à une ressource du système est considéré comme une intrusion. Cela voudra dire, ça peut englober aussi bien une attaque externe, c'est-à-dire quelqu'un qui est de l'extérieur et il veut attaquer, il veut prendre par exemple ou avoir accès à une ressource du système, c'est considéré comme une intrusion. De la même manière que quelqu'un qui est à l'intérieur du réseau, s'il veut accéder à une ressource à laquelle il n'a pas le droit d'accès, c'est aussi considéré comme une intrusion. Et le deuxième aspect, c'est quoi? Le deuxième aspect, c'est l'intrusion peut être perçue aussi comme le cas où un utilisateur qui a des privilèges, particulièrement les administrateurs, donc quand un administrateur, il va abuser de ses privilèges. Et donc, quand il va abuser de ses privilèges, automatiquement, ça va constituer aussi
une intrusion. Et donc, l'intrusion, d'une manière générale, c'est tout accès à une ressource d'une manière illégale. Et donc là, ça peut englober aussi bien un utilisateur externe qu'un utilisateur interne. Alors, c'est ce système, je dirais, de détection d'intrusion, on peut le définir ainsi. C'est quoi? Ça va être tous les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour permettre de détecter ces anomalies, c'est-à-dire tous ces accès à des ressources sans posséder les privilèges. Automatiquement, c'est les mécanismes qui nous permettent de détecter ces situations et qui permettent de conduire à des violations de la politique de sécurité. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on met une politique de sécurité, rappelez-vous, on a à chaque politique de sécurité, ça veut dire qu'on va définir les droits d'accès, entre autres pour les ACL, pour dire qui peut faire ceci, qui ne peut pas faire ceci, etc. Et l'intrusion, c'est, à vrai dire, quelque chose qui va violer cette politique de sécurité pour dire quelqu'un qui n'a pas droit d'accès, mais quand même, il va tenter de pouvoir y accéder à une ressource sans qu'il ait une, je dirais, autorisation à le faire. Et donc ça va être tous ces mécanismes-là englobés. Ces mécanismes vont constituer notre système de détection d'intrusion, c'est-à-dire qui permet de détecter toute anomalie qui va conduire à une violation de la politique de sécurité. Alors, comment fonctionne un système de détection d'intrusion? Alors, en général, le système de détection d'intrusion est composé de 3 fonctionnalités, ce qui permettra de le mettre en œuvre sous forme de 3 composants. Et chaque composant va s'occuper d'une tâche donnée. Et ces composants, bien entendu, vont collaborer entre eux pour mettre en œuvre le système de détection d'intrusion. Alors, la première fonctionnalité, c'est quoi? C'est que pour pouvoir détecter ces anomalies-là, la première des choses, c'est de collecter les informations. Donc, dans le système et dans le réseau d'une manière générale, on a besoin de collecter l'ensemble des informations qui contribuent au fonctionnement de ce réseau. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, et donc le deuxième composant, ça consiste à la suite de cette collecte d'informations, c'est d'analyser ces différentes informations pour voir est-ce que ces informations qui sont collectées correspondent à un fonctionnement normal du réseau ou bien d'une machine cible. Et dans le cas contraire, ça permettra de détecter les intrusions. Et bien entendu, dès qu'on détecte une intrusion, il y a une action à réaliser pour qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on détecte une intrusion dans un système. On verra par la suite qu'il y a 2 modes, je dirais, qui peuvent être implémentés pour la réponse à donner à une intrusion quand elle surgit. Alors, on commence par la première fonctionnalité. Donc, la première fonctionnalité, c'est quoi? C'est la collecte d'informations. Donc, ça veut dire que notre système, il doit être capable de récupérer les informations aussi bien au niveau machine, c'est-à-dire d'un hôte, ou bien au niveau du réseau globalement. Et donc, cette fonctionnalité, elle est possible. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, si je prends une machine, chaque machine, elle fonctionne avec un système d'exploitation. Et le système d'exploitation contient ce qu'on appelle les journaux d'audit et les journaux d'événements qui se passent au niveau du système d'exploitation. Et donc, en général, grâce au système d'exploitation, on peut collecter les informations grâce à l'accès à ces journaux-là qui permettent de donner toute l'activité qui se fait au niveau d'un système d'exploitation. Au niveau réseau, on peut récupérer ou collecter les informations réseau
Ça, c'est au niveau d'une machine, on peut le faire déjà au niveau d'une carte réseau. Il y a des programmes qui ont été développés et qui permettent de réaliser cela. C'est des programmes qui peuvent capter tous les paquets qui passent par la carte réseau, par exemple, d'une machine donnée. Et donc, tu peux avoir tout le flux réseau qui permet de rentrer et de sortir au niveau de la carte réseau. Tu peux le faire aussi dans une machine parce qu'elle peut avoir une carte réseau, elle peut avoir un système, par exemple, de Bluetooth. Donc, tu peux prendre la prise en main de ce Bluetooth qui permet d'échanger des messages grâce au Bluetooth. Dans certains cas, tu peux avoir au niveau de la machine un capteur ou un actionneur qui est sous forme d'infrarouge. Donc, on peut toujours avoir accès à ça. Et donc, ça nous permettra de collecter toutes les informations qui rentrent et qui sortent d'une machine donnée. Au niveau réseau, ça, on peut le faire, donc aussi bien d'un firewall, on peut le faire aussi au niveau d'un routeur, et donc on peut collecter l'ensemble du flux réseau qui est échangé au niveau d'un réseau. Et donc là, on voit que la collecte d'informations, elle peut se faire localement au niveau d'une machine, comme elle peut se faire sur l'ensemble du réseau. Et donc, de cette manière-là, on arrive à avoir l'ensemble des informations qui sont échangées et qui se déroulent au niveau de tout le réseau. Alors, une fois que les informations ont été collectées, donc il y a la deuxième fonctionnalité et deuxième composant. Sa tâche, c'est quoi? C'est de pouvoir analyser toutes ces informations qui ont été collectées. Donc, il va voir l'ensemble des informations et il va les analyser. Donc, pour pouvoir en décider par la suite. Donc, cette méthode d'analyse, alors principalement, elle est orientée sur deux aspects majeurs qui existent. Le premier aspect, c'est quoi? C'est une méthode, ce qu'on appelle d'analyse basée signature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les systèmes, ce qu'on connaît, on connaît des attaques qui existent déjà. Et donc, on sait comment ces attaques opèrent. Et donc là, c'est pour ça qu'on parle de signature. La signature, c'est quoi? C'est un peu le moyen qui permet de réaliser une attaque. Et c'est pour ça qu'en général, dans la vie réelle, vous entendez parler, par exemple, à chaque fois qu'il y a un crime, on vous dit, dans les séries policières, etc., on vous dit, voici la signature du criminel. Ça veut dire que c'est un mode opératoire où il arrive à réaliser un crime selon une méthode bien déterminée. Et donc là, les policiers, en général, trouvent la même méthode qui est utilisée pour faire un crime. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la signature du criminel, c'est-à-dire le mode opératoire pour réaliser cette opération. Et donc ça, c'est la méthode qui est dite basée sur les signatures. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a une base de données dans laquelle on va garder les signatures de chaque intrusion. Donc, les signatures de chaque intrusion, c'est quoi? Ça permet de dire quelles sont les différentes informations et les différentes étapes qui sont faites pour réaliser une attaque. Et donc, ça, quand on va collecter les informations, on va comparer ces informations par rapport à ces signatures. Si il y a des informations qui sont collectées correspondent à une signature, on dira que cette suite d'actions ou cette suite d'informations, elle correspond effectivement à une attaque. Et ça, c'est l'exemple le plus connu que vous connaissez tous. Ça, c'est la technique des logiciels antivirus. Les antivirus fonctionnent comme ça. Ça veut dire qu'ils ont la base de signature pour chaque virus, comment il opère et quelles sont les informations qui sont liées au virus. Quand ils font une recherche, ils comparent toujours par rapport à leur base de données. Et quand il y a correspondance, ils vous disent que tiens, votre système est infecté par tel ou tel virus. Là, dans cette méthode, le problème majeur qui se pose, c'est quoi? C'est que dans la base de données, qui contient la base des signatures, et d'ailleurs c'est pour ça, si vous avez vu les fonctionnements des antivirus, par exemple, le plus connu, c'est Kaspersky. Donc, vous voyez à l'intérieur du logiciel de Kaspersky,
vous avez un bouton qui vous dit « Mise à jour de la base de données ». Donc, la mise à jour des bases de données, c'est quoi? C'est une mise à jour qui consiste à mettre à jour la base de données des signatures pour dire quand il y a des nouvelles attaques, on arrive toujours à les récupérer pour pouvoir enrichir les informations des différentes attaques. Alors, naturellement, l'inconvénient majeur de ça, c'est quoi? S'il y a une nouvelle attaque, automatiquement, les méthodes basées signature ne peuvent pas détecter l'attaque. Pourquoi? Parce que cette attaque-là, elle n'est pas déjà connue, ce qui veut dire qu'elle n'existe pas dans la base de données. Et donc, quand il y a une attaque similaire, on va comparer dans la base de données, on ne trouvera pas sa trace. Et du coup, l'antivirus, il vous dira que, par exemple, qu'il n'y a pas de virus. Et donc là, j'ouvre juste une parenthèse pour vous dire que quand un antivirus vous dit qu'il n'y a pas de virus, ça, ce n'est pas une conclusion absolue. C'est-à-dire, c'est une conclusion relative à l'antivirus. Ça veut dire que l'antivirus, par rapport à ce qu'il sait, il n'a pas trouvé de virus. Cela ne voudra pas dire que votre machine n'est pas infectée. Donc là, quand vous faites passer une machine par un antivirus, ne soyez pas confiant pour dire que votre machine ne contient pas de virus. C'est l'antivirus qui n'a pas trouvé un virus parmi ceux qu'il connaît au niveau de votre machine. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc ça, c'est un peu l'inconvénient qui existe concernant les méthodes qui sont dites basées signature. Alors, il y a une méthode qui est un peu plus, je dirais, sophistiquée. C'est une méthode, ce qu'on appelle basée profil. Alors, la méthode basée profil, c'est quoi? C'est que dans la machine et dans le réseau, il y a, à vrai dire, est-ce qu'il y a un antivirus qui connaît tous les virus? Ben, la réponse, elle est tout à fait évidente. Tu n'as pas d'antivirus qui connaît tous les virus. Pourquoi? Parce que les virus, en général, ça c'est un peu ce qui se passe au niveau de la sécurité informatique, les attaques se créent chaque jour, à vrai dire. Et donc là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque, ben, quand on arrive à détecter l'attaque suite à une anomalie de fonctionnement du système, là, on va mettre à jour l'antivirus et il va connaître ce virus. Mais un virus qui connaît toutes les attaques et tous les virus, pour le moment, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est en permanence, c'est ce qui est recommandé dans tous les antivirus. D'ailleurs, dans beaucoup d'entre eux, ce qu'ils vous disent, il faut laisser l'option de mise à jour automatique ouverte, ce qui permettra à l'antivirus de pouvoir à chaque fois se mettre à jour pour essayer de détecter le maximum de virus. Alors, le deuxième aspect, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les méthodes basées profil. Les méthodes basées profil, c'est une technique je dirais, relativement récente par rapport à la base de signature qui est la plus ancienne. Donc, dans le truc basé profil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de voir quel est le comportement normal des utilisateurs, le comportement normal du réseau, etc. Et donc là, ce qu'on fait, c'est il y a une phase, ce qu'on appelle au départ d'apprentissage, qui permet effectivement de collecter des informations. Et par la suite, à la suite de cette collecte d'informations, on constitue ce qu'on appelle le profil de l'utilisateur ou le profil d'un réseau ou le profil d'une machine. Donc, ce qui nous permet de dire que voici le fonctionnement normal d'un utilisateur. Par exemple, si je prends un utilisateur, à la suite de cette phase d'apprentissage, j'aurai un ensemble d'informations qui me permettent de décrire quel est le fonctionnement de l'utilisateur. Cette méthode, elle existe même dans la vie active, par exemple, de nos jours. Vous avez particulièrement, si vous prenez votre maman, en général, la maman, à la suite du contact avec ses enfants, elle arrive à constituer ce qu'on appelle un profil de ses enfants. Donc, elle connaît d'une manière, je dirais, intuitive, même si votre maman, elle est illettrée ou ne connaît rien du tout de la science, etc., mais son instinct
lui permet de constituer un profil d'une manière automatique. D'ailleurs, je pense que vous avez certainement eu cette réflexion de votre maman à un moment donné. Vous rentrez à la maison, par exemple, vous êtes à l'université, vous rentrez à la maison. Dès que vous rentrez, elle vous dit mon fils ou ma fille, aujourd'hui, tu n'es pas bien. Et à votre avis, sur quelle base elle arrive à déclarer, à faire cette déclaration pour dire aujourd'hui, vous n'êtes pas bien? Pourquoi? Parce qu'elle a accumulé un certain nombre d'informations et elle connaît, par exemple, le comportement de son enfant. Par exemple, son enfant, quand il vient, il va déposer son cartable, son truc à côté, il va en général embrasser sa maman, il va se laver les mains, etc. Et donc il y a un certain comportement qui est fait d'une manière, je dirais, implicite, sans que l'individu se rende compte. Et parfois, dès que vous rentrez, par exemple, à la maison, d'habitude, vous rentrez, vous êtes gai, vous êtes souriant. Un jour, vous rentrez, que vous n'êtes pas souriant. Un jour, ça peut être, vous rentrez pas à l'heure habituelle. D'habitude, vous rentrez, par exemple, à 16 heures. Un autre jour, vous allez rentrer, par exemple, plus tôt. Vous allez rentrer à midi ou bien vous allez rentrer un peu plus tard, 18 heures, 19 heures, etc. Dès qu'il y a ces situations qui arrivent, votre maman va réagir en disant aujourd'hui, vous n'êtes pas normal. C'est-à-dire vous êtes en dehors de la normale. Pourquoi? Parce qu'elle s'est constituée un profil de vous et elle sait quel est votre comportement normal. Donc, dès que vous déviez de votre comportement normal, automatiquement, elle peut l'observer. Pourquoi? Parce qu'elle a des références au niveau des informations et donc elle peut automatiquement savoir que vous êtes en dehors de votre profil normal. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intuitif et qui fait par l'instinct humain. Donc une maman, en général, elle arrive à avoir les comportements de tous ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu avec ses enfants. Elle apprend d'une manière implicite, dès que son enfant rentre, qu'est-ce qu'il fait, ses signes de visage, comment ils sont, ses réactions, comment qu'elles sont, etc., etc. Donc toutes ces informations-là, à vrai dire, implicitement, elles sont collectées au niveau de la mémoire de la maman. Et elle arrive effectivement à discerner le fonctionnement, ou ce qu'on appelle le comportement normal de son enfant, ou bien le comportement qui est anormal par rapport au comportement usuel de son enfant. Et c'est pour ça qu'elle dit à son enfant, tu n'es pas bien, elle lui pose des questions pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui, etc. Parce qu'elle voit que son comportement, il est en dehors du comportement usuel. Donc, la même technique a été utilisée dans les systèmes informatiques, dans les IDS. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de constituer des comportements normaux, par exemple. D'ailleurs, un exemple maintenant, au départ, il n'existait pas, mais maintenant, de plus en plus, les systèmes actuels informatiques automatiquement utilisent ce principe. Un exemple simple, prenez par exemple les serveurs de messagerie. Alors en général, vous vous connectez toujours de chez vous par exemple ou bien à l'université, vous allez vous connecter à votre serveur de messagerie. Essayez cette tentative par exemple. Vous changez de machine, par exemple, demandez à votre ami de vous prêter sa machine et essayez de vous connecter à partir de la machine de votre ami. Dès que vous allez vous connecter à votre serveur de messagerie, automatiquement, il y a une alerte qui va être envoyée et une confirmation qui va vous être demandée pour dire pourquoi. Parce qu'ils ont tenu le comportement normal de l'utilisateur qui se connecte souvent à partir d'une certaine machine, qui a une adresse IP, qui a un système d'exploitation. Et donc, dès que vous changez ça, automatiquement, on considère ça comme étant une intrusion ou un suspect. Parce que le comportement habituel consiste à utiliser tel système d'exploitation, telle machine,
telle version du système d'exploitation et tel logiciel. Et donc, vous avez l'habitude d'utiliser Chrome, changer à un moment donné en utilisant Firefox ou autre, etc. Vous allez voir que vous allez recevoir une alerte disant attention, il y a eu une connexion à votre compte à partir de telle adresse IP, tel système d'exploitation, telle version de système d'exploitation, tel navigateur, etc. Et j'en passe aussi, c'est la même chose qui se passe quand, par exemple, vous allez voyager. Donc, quand vous voyagez, c'est que vous changez de pays. D'habitude, vous vous connectez à partir d'Algérie. Donc, quand vous allez voyager, vous allez vous connecter à partir d'un autre pays. Et dès que vous essayez la connexion, en général, on vous demande la confirmation. Pourquoi? Parce qu'on soupçonne que ce n'est pas vous, puisque vous avez d'habitude une connexion à partir de tel pays, vous avez changé le pays. Et il y a une demande qui est faite. Elle est faite sur quoi? Elle est faite justement sur la base du profil. C'est-à-dire qu'on a constitué un profil par rapport au comportement normal de l'utilisateur. Et par la suite, on peut détecter les intrusions comment? Ben, tout simplement, on a un comportement normal qui est dit le comportement de référence. Quand il va se passer des événements, c'est-à-dire un autre comportement, donc automatiquement, ce qui se passe, il y a une comparaison entre le comportement normal et le comportement courant. Si on voit qu'il y a une certaine déviation entre les deux comportements, ben, automatiquement, il y a une détection d'intrusion qui est faite par le système. Et donc ça, c'est les deux méthodes qui sont utilisées particulièrement dans les systèmes de détection d'intrusion. Alors, la troisième étape, donc la troisième fonctionnalité, on avait dit que on collecte de l'information, on analyse l'information, et à la suite de l'analyse, il va y avoir un résultat qui permet de dire est-ce qu'il y a une intrusion ou il n'y a pas d'intrusion. Donc, s'il y a une intrusion, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, principalement, il y a, je dirais, deux tendances. La première tendance, c'est quoi? Ce qu'on appelle une réponse active. La réponse active, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un peu ce qui se passe dans la vie courante. C'est un moment donné dans la vie, si vous êtes agressé, dans beaucoup de cas, ce qui se passe, les gens vont réagir à l'agression et ils vont, parce que le fait que tu sois attaqué, toi-même, tu vas attaquer la personne qui t'a attaqué. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une réponse active. Ça veut dire que dans le système de détection d'intrusion, on adopte la même stratégie qui consiste à dire on va entreprendre une action agressive contre l'intrus. C'est-à-dire que celui qui vous a attaqué, vous allez vous-même l'attaquer pour essayer de le détruire et détruire, bien entendu, son attaque. Dans beaucoup de pays, cette méthode de faire, elle est interdite par la loi. C'est-à-dire que si vous êtes attaqué, on vous dit qu'il ne faut pas contre-attaquer, mais il faut déposer plainte contre l'attaquant et c'est la justice qui doit trancher au niveau de la question. Alors, donc, dans la réponse active, il y a plusieurs actions à faire. Donc, entreprendre une action contre l'intrus. La deuxième, c'est quoi? C'est vous êtes attaqué. Donc, en général, pour limiter les dégâts, c'est quoi? C'est d'essayer de restructurer un peu l'architecture de votre réseau. Donc, un moyen de le faire, c'est quoi? C'est d'isoler le système attaqué. Et donc là, pour que l'attaque, par exemple, ne puisse pas se propager dans tout le réseau. Parce qu'il y a parmi les attaques, quand une cible est attaquée, à partir de cette cible, on peut par la suite propager l'attaque vers d'autres sites à l'intérieur. Donc, un moyen de le faire pour limiter les dégâts, c'est d'isoler le système qui a été attaqué. Et donc, ce système qui a été attaqué, il va falloir l'isoler pour éviter qu'il y ait une propagation des attaques. Et bien entendu, quand le système est attaqué, il faut l'analyser pour voir c'est quoi l'attaque.
quels sont les paramètres qui ont permis de réaliser cette attaque, et donc il va falloir reconfigurer votre système pour qu'à l'avenir, il n'y aurait pas une attaque comme celle qui vient d'avoir lieu. Et par la suite, naturellement, à la suite de modifications, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de surveiller ce système qui a été attaqué. Pourquoi? Pour essayer de comprendre quelle est l'origine de l'attaque, quel est le but de l'attaque, c'est quoi quand le système a attaqué, qui a attaqué le système et pourquoi il a attaqué le système, ça veut dire quelles sont les informations, les logiciels ou autres qui l'intéressent dans notre système pour qu'il puisse les récupérer. Et bien entendu, il va falloir identifier l'auteur de cette attaque et bien entendu, toutes ces informations-là, une fois collectées, ça vous permet de corriger votre système et de savoir quelles sont les failles de votre système qui ont permis à cet attaquant de pouvoir arriver à réaliser son attaque. Il y a par contre l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle les réponses passives. C'est juste les informations qui sont collectées et qui ont conduit à la détection d'intrusion, puisque c'est la phase précédente qui consiste à collecter les informations et déclarer qu'il y a une intrusion. Donc, toutes ces informations-là sont envoyées vers l'administrateur via, en général, un SMS pour pouvoir l'alerter. Et donc, c'est à lui de prendre les mesures nécessaires qui sont en général définies par la politique de sécurité pour dire que quand il y a une attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc là, lui, il va appliquer la procédure de sécurité qui consiste à dire, dans le cas où il y a une attaque, voici la procédure pour réaliser les actions à la suite d'une attaque donnée. Alors, pour résumer les systèmes d'IDS, donc vous avez un IDS. Alors, il est caractérisé par plusieurs propriétés. La première des choses, c'est de dire quelle est la méthode utilisée dans un IDS. Et donc là, vous pouvez qualifier l'IDS comme étant un IDS basé signature ou un IDS basé comportement. Donc, l'approche comportementale, c'est l'approche qui consiste à utiliser les profils. Alors, quel est l'IDS selon sa réaction? C'est-à-dire, est-ce qu'il est passif ou bien il est actif? C'est-à-dire que selon ce qu'on vient de voir. Au niveau de votre IDS, quelles sont les sources de l'information? C'est-à-dire, on avait dit, la première étape, ça consiste à collecter les informations. Donc, quand on collecte les informations, quelle est la source de la collecte d'informations? Est-ce que c'est un audit système, c'est-à-dire uniquement les journaux système? Ça peut être aussi un audit applicatif, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui permettent de collecter les informations de connexion à des applications. Et donc là, on peut rajouter au niveau de la source d'information. Ça peut être aussi des paquets réseau. Et donc là, ça permet de savoir est-ce que votre IDS il est basé réseau ou bien il est basé hôte. Tout dépend de la source d'information. Ça vous donne une idée sur le type de votre IDS. Et un quatrième aspect qui est important, qui est nécessaire, c'est est-ce que votre IDS, parce que votre IDS c'est quoi? Ça va être un logiciel qui va être intégré dans votre réseau et dans votre système d'exploitation. Est-ce que votre IDS, il va être, je dirais, quelque chose qui va se faire d'une manière continue, ou bien il va se faire d'une manière périodique. Donc, l'IDS, quand il va fonctionner, est-ce qu'il va faire sa surveillance et sa collecte d'informations en permanence, ou bien il va faire sa surveillance et sa collecte d'informations et sa détection d'une manière périodique? Donc ça, c'est les deux tendances qui existent. Alors, naturellement, chaque tendance elle a son avantage et son inconvénient.
si je prends la surveillance continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre IDS, il doit être résident en mémoire. Et donc, il doit être toujours prêt et il va faire sa surveillance en permanence. S'il fait sa surveillance en permanence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il va consommer beaucoup de temps de CPU. Et il va consommer aussi de la mémoire, puisqu'il reste résident au niveau de la mémoire. Et automatiquement, c'est vrai qu'il va surveiller tout ce qui se passe au niveau de votre système, mais de l'autre côté, il va ralentir considérablement votre machine. Pour les gens qui ont des machines qui ne sont pas assez costauds en termes de CPU et de mémoire, essayez d'installer Kaspersky, vous allez voir que votre machine, elle devient super lente. Donc, elle n'arrive pas à, vous n'arriverez pas à réaliser des applications ou des tâches d'une manière simple. Donc, la majorité du temps, elle est consommée par Kaspersky. Et du coup, vous allez trouver une lourdeur terrible au niveau de votre machine. Pourquoi? Parce que le logiciel est en permanence en mémoire et il est en train d'exécuter, de s'exécuter en permanence selon le scheduling qui est fait pour détecter les anomalies qui puissent se trouver au niveau de votre machine. Donc ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est une surveillance permanente. L'inconvénient, c'est la lourdeur qui se trouve au niveau de la machine. Dans le deuxième cas, si la surveillance elle est périodique, c'est vrai que le système, donc, il va se mettre en veille et avec le système d'interruption, avec une horloge, chaque période, il va se déclencher et il va faire la collecte et la détection. C'est vrai que dans ce cas, il ne va pas alourdir la machine, mais ce qui va se passer, c'est que s'il y a une intrusion entre les deux moments de déclenchement, donc automatiquement, lui, il ne va rien voir. Pourquoi? Parce que lui, il se met en veille pendant une période et ensuite il se réveille. Donc quand il se met en veille, s'il y a une attaque à l'intérieur, ben, elle ne sera pas perçue par ce système. Pourquoi? Parce que l'attaque, elle a déjà eu lieu. Donc lui, quand il se réveille, l'attaque, elle a fait déjà des dégâts et il peut s'apercevoir qu'après. Donc ça, c'est les différentes manières de montrer un IDS quand on veut le concevoir, comment on arrive à le concevoir et selon ses différentes caractéristiques. Et donc, selon ces différentes caractéristiques, on arrive à montrer la démarche qui vous permet de construire un IDS et quels sont tous les paramètres qui vont être pris en charge pour arriver à un IDS complet.